Que faisons-nous dans ce monde? Qu'en faisons-nous de ce monde? Humain. Quel monde incroyable. Nous nous considérons comme l'espèce la plus intelligente sur notre planète. Cependant, nous sommes les pires. Que faisons-nous dans ce monde? Qui nous a amenés là? Quelle est notre mission sur cette planète? Peut-être nous ne le comprendrons jamais, mais il semble que la seule mission est de continuer avec sa destruction. Avez-vous déjà considéré que cette planète ne nous appartient pas? De toute façon, sa protection est désormais entre nos mains. Ils étaient là bien avant nous. Et nous ne sommes rien d'autre que leurs invités. Nous sommes arrivés en envahisseurs de leur territoire et nous détruisons leurs maisons. Ils ont été tolérants et nous avons été pardonnés plusieurs fois. Mais nous continuons à ignorer leur situation. Nous avons été leurs ravisseurs, leurs assassins. Cependant, ils nous acceptent comme les leurs. Nous sommes la seule espèce qui agresse, détruit, contamine et anéantit juste pour un but, vivre mieux. Le monde est vôtre, est nôtre. Il est pour nous tous. Cependant, souvenez-vous que c'est également leur monde. Et nous devons comprendre qu'ils feront n'importe quoi pour sauver leur vie. Plus que ça, pour sauver leur planète. La planète Terre se meurt. Nous la détruisons de manière sauvage. Mais à la fin d'amour, elle s'affaiblit. Mais malgré tout, elle continue de nous donner généreusement les meilleures conditions de vie depuis que nous sommes arrivés sur Terre. La planète a été le meilleur hôte pour notre espèce. A-t-elle besoin de reconnaissance? Si on nous a donné la capacité de parler, de penser, de créer, de construire et d'aider, pourquoi restons-nous muets, ignorants, destructeurs et assassins? Ouvrez vos yeux. Vous êtes aussi en train de mourir avec votre planète. La seule planète dans notre système solaire où on nous a donné le privilège de vivre. Nous sommes en train de façonner la mort de notre planète. Nous pensons course, rationalité, domination. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas remarqué? Nous sommes capables de conquérir des pays, la Lune, même des planètes. Cependant, nous ne sommes pas capables de conquérir nos propres cœurs, toucher notre cœur, sentir ce qu'il essaie de dire. Maintenant, comprenons que nous devons coexister sur la même planète. Commencez par changer vous-même. Engagez-vous. Faites que vos enfants le savent et le comprennent bien et rappelez-le à ceux qui l'ont oublié. Le jour où l'humanité aura cessé d'exister et qu'une autre espèce trouvera notre planète, ils verront que nous sommes une espèce qui a échoué, qui est tombée. Mais levez-vous et réparez nos erreurs. Notre planète n'est plus la même et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Tout le monde sait ce que nous avons à faire. Notre temps est arrivé. Le futur de la planète est encore entre nos mains. Aidez-la. Aidons-la. Parce que la planète Terre, c'est vous. C'est nous tous. C'est notre île dans cet univers. Le réalisez-vous? Nos vies et nos civilisations dépendent des terres. Malheureusement, chaque année, nous détruisons la terre. Malheureusement, chaque année, la dégradation des terres
mais aussi la désertification, sapent la jouissance des droits humains. Parmi ces droits, on cite souvent le droit à l'alimentation. La FAO estime que près de 2 milliards de personnes sont menacées par la malnutrition et il semble que près de 800 millions de personnes vivent chaque jour le ventre vide, sans manger même pas de gari. Chaque jour, la malnutrition ou la faim dans le monde. Pire, la diminution des ressources en eau risque de pousser beaucoup de personnes dans un stress hydrique sans précédent. Chaque année, environ 12 millions d'hectares sont partis, 12 millions d'hectares de terre, presque la superficie du Bénin, que nous perdons au nom de la désertification ou de la dégradation des terres. Et pour en parler, voir quel est le lien entre désertification, dégradation de terres, pratiques agricoles durables et survie de l'humanité, nous recevons dans l'émission Terre à Terre Plus pour vous cet après-midi, Monsieur Félix Compaoré. Monsieur Félix Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Félix Compaoré est coordonnateur du programme Résilience au sein du CIRS. Il aura le temps de nous expliquer en détail ce qu'est le CIRS, et lui-même expert en développement rural et la bonne gestion des ressources naturelles. Monsieur Félix, le CIRS est basé à... Le site est basé à Ouagadougou. Voilà, et de toute façon, vous voyez si bien habillé. Le CIRS basé à Ouagadougou, créé depuis... Le CILS est né de toute cette série justement de sécheresse qui a frappé notre sous-région dans les années 70. Et donc c'est en 73, en septembre 73, que le CILS a été créé par 9 États membres qui ont jugé que la situation était assez préoccupante et il fallait donc une mesure et des propositions à l'échelle régionale pour essayer de contrer cette avancée de la sécheresse et la désertification. Et le Togo et le Sud, c'est vrai qu'on n'est pas dans le Sahel, c'est vrai que bon voilà, nous aussi nous sommes menacés beaucoup par ce qu'on nous a appris, l'avancée du désert. Et sommes-nous aussi concernés? Non, exactement, le Togo, notamment dans sa partie nord, est fortement touché par la sécheresse. Et je dirais même mieux, même la partie littorale est touchée par les événements. Parce que quand vous constatez le niveau de la mer, le rythme de dégradation des côtes, l'érosion côtière, elle est assez importante et préoccupante. Et je pense que c'est tout cela qui a milité pour que le Togo devienne membre du comité inter-État de lutte contre la sécheresse depuis les années 2013-2014. Bien. Donc, même si on n'est pas un pays fortement sahélien, le CIRS, le Centre inter-État de lutte contre le comité inter-État de lutte contre la sécheresse, au départ c'était dans le Sahel, aujourd'hui c'est pas forcément dans le Sahel, avec l'avènement du Togo. Qu'appelle-t-on dégradation des terres? Qu'appelle-t-on désertification? De quoi il s'agit? Quelle est l'ampleur du phénomène? Suivez plutôt ce reportage.
L'aridité d'une région se mesure à ses précipitations. Quand il pleut entre 150 et 500 mm d'eau par an, on parle de zone semi-aride. C'est le cas de la savane. Et en dessous de 50 mm, une région est dite hyperaride. C'est le cas du Sahara. Les déserts sont caractérisés par des climats arides avec humidité faible, sol pauvre, végétation et des animaux rares. Aujourd'hui, l'ensemble des zones arides de la planète couvre plus de 40% des terres émergées. Et elles gagnent du terrain. En 50 ans, le Sahara s'est par exemple agrandi de 600 000 km², plus que la superficie de la France. Cette désertification s'accompagne de la disparition de régions cultivables et des végétaux en général. Un cercle vicieux s'installe. L'absence de végétation accentue l'érosion, appauvrit les sols, fragilise les écosystèmes. Alors pour les 2 milliards d'habitants qui vivent dans les zones sèches de la planète, comment réussir à faire fleurir le désert ? Vous êtes bien rendu compte, eh bien, sans terre, sans vie. Nous recevons dans l'émission Terre à Terre Plus ce soir, donc comme je disais tantôt, M. Félix Compaoré du CIRS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse. Concrètement, quand on dit désertification, de quoi parle-t-on? C'est le désert? C'est quoi? Disons que la désertification, c'est un phénomène assez complexe, effectivement, qui conduit à terme à une désertification de là où nous sommes. Donc l'avènement du désert, l'avancée du désert. Mais remonter pour voir qu'il a fallu que des forêts soient détruites pour devenir aujourd'hui des déserts. Donc le processus de la désertification ne concerne pas seulement des espaces désertiques, mais ça remonte jusqu'à dans nos forêts qui sont en train d'être détruites progressivement par l'action de l'homme en général. Même si les aspects changement climatique interviennent, mais la dimension anthropique, donc l'impact de l'homme sur ces ressources-là est assez prépondérante et comme vous l'avez dit, c'est des millions d'hectares chaque année qui sont dégradés et qui nous confinent donc à une insécurité alimentaire et nutritionnelle pour nos populations. D'où donc un manque, une réduction forte de la résilience des populations, leur baisse de capacité d'adaptation, surtout avec l'avènement de ces changements climatiques ces dernières années, qui viennent encore mettre davantage la pression sur ces ressources naturelles. Mais la terre, il y en a encore et encore. Quand je fais je prends l'alignement Lomé d'Apaon, eh bien, des villages sont assez épars, et donc des terres à n'en pas finir sont là. Donc où est le problème? Nous avons les terres. Et vous pouvez dire qu'on a les terres, disons en matière de superficie. Mais la terre ne se qualifie pas seulement par la superficie, l'étendue. Il y a l'aspect qualité de la terre. Est-ce qu'on peut produire sur la terre? Si vous prenez l'exemple de la région que vous citez, il y a 20-30 ans, le rendement sur ces terres était multiplié par combien? Par 5, par 10. Aujourd'hui, sur la même superficie, vous avez peut-être 10 fois moins de rendement. Donc, il y a l'aspect effectivement étendu de la terre, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on arrive à produire davantage sur des superficies plus réduites. Parce que la désertification est là, les changements climatiques sont là, et la population, contrairement à cela, augmente. Donc les besoins nutritionnels et alimentaires augmentent. Et il faut donc produire plus pour nourrir cette population en pleine croissance. Et vous savez que notre population dans la sous-région est assez jeune. Donc avec une forte croissance, il faut vraiment qu'on trouve les ressources. D'où le problème qui se pose. Parce qu'on a des terres, mais généralement c'est des terres dégradées. Et quand elle est dégradée, il est encore très difficile de la remettre à niveau pour encore produire davantage. C'est pourquoi nous, dès maintenant, nous commençons même par les zones qui ne sont pas encore touchées entre guillemets par la désertification, pour les préserver du phénomène de la dégradation et de la désertification. La question donc vient tout de suite. Vous avez donc innové, c'est votre job, les chercheurs, les conférences, etc., comme mission. Vous avez trouvé la GDT, la gestion durable des terres. Il y en a qui parlent de la gestion intégrée des sols, etc. Donc concrètement, il faut faire quoi? Bon, je pense qu'avant tout, il faut que nous dépassons les concepts et les théories. Si vous prenez l'exemple du CIRS, le CIRS est né du phénomène des changements climatiques qui ont amené des poches de sécheresse, qui ont amené des poches d'inondation. Et face à tous ces phénomènes climatiques, ben, ça a provoqué soit l'avancée du désert, soit la désertification. Et je pense que gestion durable des terres, changement climatique, comme on dit,
c'est deux facettes, du D'une même pièce, problème. tout à fait. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que l'essentiel est que nous sachions que maintenant, au regard des changements climatiques qui sont là, au regard du niveau de désertification et de dégradation des terres que nous avons, nous devons dès maintenant et immédiatement commencer à traiter et à restaurer nos terres, afin d'avoir une capacité de production qui permette de combler les besoins des populations en pleine croissance, comme je vous l'ai dit. L'émission s'appelle Terre à Terre, M. Compaoré. Et donc, pour les élèves qui sont en classe de 6e, on va leur demander bientôt, citer quelles sont les grandes causes de la désertification au Togo. Ils peuvent écrire quoi? Bon, je pense que c'est effectivement une bonne question. Et il faut que nous parlons très simplement pour nous faire comprendre. Tout à fait. L'élève qui se... Si vous prenez déjà un premier exemple, l'enfant, quand son papa va lui raconter la vie à l'époque où lui, il venait au monde, prenez par exemple l'exemple de la pluviométrie. Il y a 50 ans, le niveau de la pluviométrie au Togo, par rapport à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une forte baisse de la pluviométrie. Tout à fait, oui. Et par exemple, si on prend l'exemple dans certains pays, la hauteur d'eau qu'on avait par exemple au niveau de Lomé il y a 50 ans, actuellement, il faut aller à 200 km pour avoir ce même niveau d'eau. Parce que ça a fortement baissé. Donc déjà, c'est des signes qui montrent qu'il y a des changements par rapport déjà à la pluviométrie. Si vous prenez aussi la production, avant, dans des zones fertiles, comme vous dites là, autour de Lomé et tout ça, on n'avait pas besoin de cultiver 5 hectares pour produire. La production sur un demi-hectare vaut actuellement la production actuelle de 5 hectares. Et ça suffisait pour les 15 enfants de la maison. Ouais, exactement, exactement. Donc, pour une petite superficie qu'on avait, on n'avait même pas besoin d'apporter de l'engrais ou de la fumure organique, parce que le sol était riche en ce moment. Il y avait la pluie. Donc, on produisait assez pour donc, toute la famille, malgré son nombre en son temps, comme vous dites. Mais aujourd'hui, l'enfant voit que son papa qui cultivait sur 1 hectare, actuellement, il faut qu'il fasse 10 hectares s'il n'apporte pas soit du fumier, soit des engrais, pour avoir la même production. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation à laquelle nous assistons? Qu'est-ce qui a causé ça? Vous voyez, la dégradation, il faut, au-delà des changements climatiques, donc je parlais de la pluviométrie, du vent, la température et tout ça, au-delà de ça, il faut voir que c'est de la responsabilité première de l'homme. L'homme qui, par exemple, en cultivant ce brûlis, coupe les arbres, met le feu, avec tout ce qu'il y a comme dégagement de CO2. Et en brûlant les terres, ça ne permet pas à l'arbre qui était là de régénérer et de protéger la fixation du sol. L'herbe s'en va, les arbustes s'en vont, les arbres s'en vont. Et donc, quand par exemple la pluie qui vient, avec la nappe d'eau qui passe, l'érosion hydrique n'a plus, il n'y a plus aucune ressource qui permet de freiner l'érosion quand l'eau passe. De même que quand le vent souffle, le vent balaie tout ce qu'il y a comme humus, comme tout ce qu'il y a comme terre, comme sable. Donc, c'est tous ces événements-là qui font que l'action de l'homme est majeure par rapport à la dégradation, au processus de dégradation de nos terres. Et il faut justement que cela change parce que nous avons les outils, les technologies et les approches qui permettent de régler ça. Et c'est ce que, comme vous disiez, on parle de gestion durable des terres. Parce qu'il faut qu'on aménage, il faut qu'on arrive à récolter le peu d'eau qui tombe, il faut qu'on optimise son utilisation. Il faut qu'on enrichisse nos sols avec des apports organiques, notamment le fumier, le compost. Il faut qu'on apporte aussi parfois de l'engrais chimique ou d'autres éléments. Avec, vous parliez des chercheurs. Actuellement, ils nous aident à produire des variétés qui sont à même de s'adapter, par exemple, à la période sèche. Parce que la pluie diminue. Il y a des variétés qui sont capables maintenant de produire à l'échelle de 3 mois au lieu de 4 mois avant, ou alors 2 mois au lieu de 4 mois, etc. Donc il y a tous ces événements-là qui nous permettent de nous inscrire dans la gestion durable des terres, c'est-à-dire préserver le capital sol-terre, mais tout en produisant un maximum pour nourrir la population en croissance. Oui, aujourd'hui il s'agit de nourrir la population sans cesse croissante. 6 milliards, 7 milliards de voisins sommes-nous, et nous serons 9 milliards d'ici à l'horizon 2050. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est, vous citez tantôt le rôle de l'agriculture, des pratiques agricoles.
on veut nourrir les gens. Et les terres ne donnent plus assez. Donc vous pensez qu'il faut faire quoi? Parce que les populations aussi sont aussi parfois un peu, voyez, un peu perdues là. Non, exactement. Parce que maintenant, de deux choses l'une. Ou vous multipliez votre superficie, où vous allez cultiver par 5 pour avoir la même production qu'il y a 20 ans. Ou alors, il faut que sur la même superficie, vous apportiez quelque chose à la terre pour mieux la traiter, mieux la nourrir. Comme on dit, il faut traiter la terre comme nos épouses. Mieux tu t'occupes de la terre et plus elle va te rendre ce que tu as produit. Et comme on dit, comme vous dites là, les paysans ont l'habitude de dire que la terre ne ment pas. Si tu apportes 1 tonne de fumure organique à la terre, elle va te rendre automatiquement l'équivalent et même peut-être plus. Donc il faut que nous arrivions à soigner la terre quand elle est dégradée. Il faut que nous arrivions à préserver les terres là où elles ne sont pas encore dégradées. Mais ça prend beaucoup de temps. Il semble que pour faire ramener une mode de terre, il faut 500 ans. Ça prend beaucoup de temps quand même. Exactement. Et c'est en ça que nos politiques doivent être à l'avant-garde et puis avoir des actions proactives. Parce que comme vous l'avez si bien dit, le coût de la restauration de la terre est prohibitif par rapport au coût de la conservation de la terre. C'est-à-dire que pour 1 milliard que vous avez, entre guillemets, économisé parce que vous n'avez pas aménagé le bas-fond, dans 10 ans, ce ne sera plus 1 milliard, mais ce sera 50 milliards que vous devrez d'abord pour amener un niveau de seuil avant même de commencer à l'aménager. Donc, il faut que nos politiques sachent qu'il faut dès maintenant, c'est pourquoi j'insistais pour dire que il faut commencer dans les zones qui ne sont même pas encore touchées entre guillemets par la sécheresse pour éviter de devoir investir 100 fois l'argent que nous aurions pu mettre aujourd'hui pour juste maintenir et restaurer et garder la terre à son niveau de production. Restaurer la terre, la garder à son niveau de production. Pourrions-nous faire vivre les 9 milliards de voisins que nous serons bientôt? Quel type d'agriculture devons-nous adopter? L'agroécologie permettra-t-elle à elle seule de pouvoir nourrir la planète? C'est autant de questions qui vont être débattues dans cet élémentaire que je vous propose. Suivez plutôt pour voir comment nourrir la population tout en préservant nos ressources, nos sols. Manger en toute confiance, savourer des aliments sans pesticides, c'est la raison d'être de cette école d'agroécologie. Après le repas, dans ce jardin, les stagiaires apprennent l'art de cultiver en harmonie avec la nature. Taille. Allez, vas-y. T'as le droit de te tromper. Ici, on enseigne la taille des arbres fruitiers tout en respectant la croissance. Voilà, pouf, allez hop. Tout ce qu'on lit traditionnellement dans les livres est potentiellement faux, ou en tout cas va pas vraiment dans le sens de la vie de l'arbre. Donc là, on a réappris vraiment les bases. Au cœur de l'Ardèche, des stagiaires venus de différents horizons viennent apprendre les gestes presque perdus de la tradition paysanne. Elles sont belles les graines d'amarante. Ouais, franchement, on va bien pouvoir en ressemer pour l'année prochaine. Maëva, ingénieure agronome, qui connaît bien les méfaits sur l'environnement de l'agriculture industrielle, est venue retrouver ce savoir-faire. Faire des activités comme ça nous reconnecte à la terre, à ce que ça veut dire une graine et tout le potentiel que ça a et le respect qu'on peut avoir. Et après, dans les esprits, c'est sûr que ça sème beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Et là, j'ai plus qu'une envie, c'est de démarrer mon propre potager, de faire mon expérience pour ensuite pouvoir créer ma ferme. Semer des graines, faire germer des idées, c'est la démarche du fondateur de Terre et Humanisme, une école aujourd'hui mondialement connue. Pour nous, la terre, la notion de terre-mère n'est pas une métaphore, c'est une réalité absolue. Même si on la poétise à travers terre-mère, il n'empêche que, objectivement, c'est la terre qui nourrit tout le monde. Et c'est cette terre-là dont il faut prendre soin et non pas droguer, polluer de mille manières. Dans ce jardin idéal, la basse-cour a toute son importance. Vous y allez, aïe, ça met l'autre me mord. Voilà. Les rejets des poules d'aujourd'hui seront demain un engrais très fertile. Mais vous la tenez par les pattes quand même. Ce cycle vertueux de la nature, qui permet l'autonomie alimentaire, est un moyen très efficace pour lutter contre la famine en Afrique. J'espère qu'on les retrouvera ce soir, c'est pas gagné. J'ai créé une coopérative avec une trentaine de paysans
pour les initier à la pratique de l'agroécologique, qui est en grande partie l'agriculture traditionnelle qui était dans mon pays, mais qui pour l'instant il est en disparition. Terre et humanisme, une école qui prône une révolution douce, dont le premier acte est de pratiquer l'art de cultiver son jardin. Terre à Terre Plus revient cet après-midi pour vous parler de dégradation de terre et aussi de désertification. Nous avons avec nous M. Félix Compaoré. Il nous vient tout droit de Ouagadougou. Vous avez suivi cet élément qui montre très bien l'importance d'adopter de nouvelles pratiques. Mais aujourd'hui, on voit davantage venir de nouvelles méthodes, de pratiques qui étaient là, mais difficiles à arrêter. Les pratiques agricoles. Je veux parler ici de l'utilisation abusive des engrais et des produits chimiques. Qu'est-ce que vous en dites en tant que spécialiste des terres? Mais exactement, c'est une menace, non seulement pour notre consommation, c'est-à-dire que la nourriture que nous mangeons, mais aussi et surtout pour l'eau que nous buvons. Parce que nous arrivons à des schémas où non seulement les gens, parce que justement comme la terre devient de plus en plus rare et qu'elle devient de moins en moins fertile, on se rapproche des cours d'eau. Donc, en se rapprochant des cours d'eau, on utilise beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais. Et ces pesticides et ces engrais qui vont descendre dans le sol vont repartir dans le lit du fleuve. Et ce lit du fleuve-là va irriguer non pas seulement des villages ou des communes, mais ça va irriguer des pays. Si vous prenez le cas de la Volta, où nous travaillons avec justement le Ghana, le Togo et le Burkina, c'est-à-dire que tout ce qui a comme résidu qui est transporté donc par l'eau va intoxiquer entre guillemets les populations togolaises, burkinabées et ghanéennes. Donc quelque part, les Burkinabés aussi nous tuent, hein? Et nous nous tuons réciproquement. Vos cotoculteurs, là, avec la quantité énorme, ahurissante de produits chimiques dégagés, quand même, hein? Vous nous tuez, là. Bon. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut arriver à produire plus, mais de manière à préserver le capital terre. Et pour préserver le capital terre, il faut justement qu'on utilise des moyens technologiques, écologiques, qui puissent nous préserver de tout cela. Et c'est pourquoi, par exemple, dans la gestion durable des terres, les technologies qui sont promues, c'est quoi? C'est la gestion de l'eau à travers différents outils ou différentes technologies comme le ZAI, les demi-lunes, des petits aménagements et tout ça. Ouais. Mais également l'utilisation, par exemple, du fumier. Au lieu, par exemple, de mettre l'accent sur les engrais qui vont polluer et les eaux et les terres, on peut donc utiliser, par exemple, le fumier, le compost. Et par exemple, dans votre zone, vous avez innové avec ce qu'on appelle le compost rapide. Tout à fait. Qui, au bout de quoi? À moins d'un mois, déjà, vous avez prêt. la fumure que vous pouvez utiliser rapidement. Donc, tout ça, c'est des outils que Mais on parle de 9 milliards de voisins, monsieur Compaoré. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Le ministre de l'Agriculture, que j'aime bien, qui fait beaucoup pour nourrir sa population, parce que quand même c'est la prioritaire du citoyen, il faut manger. Là, il faut nourrir tous les Togolais. Là. Donc, votre fumier, je ne sais pas, on va en trouver combien, vos trucs agroécologie. Alors, apparemment, il faut aller vite, là. Exactement, il faut aller vite, mais bien. Et comme disent les latins, qui va piano va sano, qui va lentement va sûrement. On peut se précipiter, effectivement, inonder le marché de produits avec les pesticides qui sont là. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas que la nourriture que nous allons consommer soit aussi la source de notre mort. Parce qu'en ce moment, le problème de ces engrais, ces pesticides, c'est que une fois ingérés dans l'organisme, qu'est-ce qui provoque comme changement au niveau du génotype, au niveau même de l'homme dans sa structure? Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous insistons pour dire que ces engrais-là, nous pouvons les utiliser, mais il faut que leur utilisation soit sous contrôle et bien organisée. Et quand j'insistais, c'est pour dire que par exemple, ces engrais, il faut au maximum les éviter, par exemple le long des cours d'eau, où les populations ont tendance à aller pour récupérer les terres, les dernières terres les plus fertiles qui existent. Il faut qu'on évite cela. Et c'est pourquoi, par exemple, dans ces aménagements-là, notamment le long des fleuves, de nos fleuves et de nos rivières, on a des banques protectrices, où par exemple, on fait du reboisement. Des zones tampons. Voilà, des zones tampons,
On fait du reboisement avec des arbres, on fait du reboisement et, avec d'autres espèces qui peuvent être soit d'origine fourragère ou bien en tout cas productrices de bois. Et ainsi de suite, on permet de protéger une certaine bande pour que les engrais que nous allons utiliser en amont ne viennent pas polluer la nappe d'eau que nous utilisons pour boire et pour... Mais à vous entendre, je croyais écouter un activiste parce que vous êtes chercheur, donc vous travaillez aussi pour les États. Ces États sont là. Si vous allez dans tous les marchés du Togo, il y a ces sociétés venues du Ghana, je ne sais pas si elles viennent même de votre côté, qui sont là, qui s'installent dans chaque marché, qui vendent au vu et au su de tous. Et vous, vous êtes là à côté du ministre, vous ne dites rien. Le ministre de la Santé regarde, il ne dit rien. Celui du commerce, lui, il est content. L'autre de l'agriculture, bon. On est là et personne ne dit rien. Et vous, vous dites quoi là? Vous êtes chercheur, c'est à vous de faire le travail. Non, disons que je mets un bémol à ce que vous dites quand vous dites qu'on ne dit rien, qu'on ne fait rien. Parce que justement, au niveau du SILS, nous avons été responsabilisés au niveau de la sous-région. D'abord dans l'espace SILS, mais également avec l'espace CEDEAO maintenant, pour travailler et à réglementer l'utilisation de ces pesticides. Même leur entrée sur le marché est conditionnée par ce que nous appelons le comité sahélien des pesticides. Et c'est ce comité sahélien des pesticides qui, logé au niveau de l'Institut du Sahel à Bamako, donc c'est une des institutions spécialisées du SILS, permet de dire que tel produit, tel pesticide que nous allons mettre sur le marché n'a pas d'effet négatif. Vous parlez des homologations. Voilà, est-ce qu'il y a un pesticide gentil? Est-ce qu'il y a un pesticide qui est acceptable, qu'on peut avaler sans risque? Exactement. Les pesticides que nous homologuons, c'est des pesticides donc, qui font plus de bien que de mal. Ah, il y en a? Ben oui, puisque vous savez que nos marchés justement sont inondés de pesticides qui font plus de mal que de bien. Parce qu'ils n'ont pas été homologués. Donc ils ont un aspect beaucoup plus destructeur. Et c'est pourquoi justement au niveau du SILS, et dans cette zone SILS-CEDEAO, nous mettons l'effort, nous mettons les bouchées doubles pour que on utilise et qu'on recommande les produits homologués. Avec donc des conditions d'utilisation qui sont très précises et qui nous permettent d'éviter justement les travers de ces produits non homologués, les produits trafiqués qui sont donc non seulement parfois n'ont même pas une fonction, leur fonction première, oui, non, c'est clair. Encore moins, donc ça ne fait que tuer l'homme au lieu de l'aider à vivre. Mais vous comprenez que pour le paysan, il n'a plus de métayers, tous les métayers chez nous sont des immigrants maintenant, il n'y a plus personne, donc il préfère mettre quelques gouttes d'herbicide, il va vite. Exactement. Là aussi, c'est pourquoi nous insistons sur l'aspect homologation. Parce que à travers notre dispositif pour l'homologation, il y a par la suite le dispositif de vulgarisation, en lien avec les différents départements du ministère de l'Agriculture dans les pays, pour qu'ils puissent faire la promotion des produits qui sont homologués. Déjà, ça nous permet d'éviter 90% des effets néfastes que ces produits trafiqués-là commettent en inondant le marché. Donc déjà, si le producteur arrive à s'inscrire dans cette logique de produits homologués, d'engrais homologués, avec donc des poisons autorisés, vous voulez dire un peu? Non, pas des poisons autorisés. Parce que pour l'homologuer, justement, il faut qu'il prouve qu'il n'est pas un poison. Il faut qu'il prouve qu'il n'est pas un poison. En tout cas, qu'il ne tue pas tout de suite. Voilà. Non, qui ne tue pas. Qui ne tue pas. Parce que le problème, justement, quand on fait les homologations, c'est de voir, au point de vue biochimique, au point de vue chimique, médical et tout ça, quels sont les effets pour déjà bloquer le produit qui ne répond pas à ces normes-là. Et à vous entendre, est-ce que je peux comprendre que se tourner totalement vers une agriculture durable, écologique, respectueuse, qui prend en compte les savoirs locaux, ce n'est pas possible. On a forcément besoin d'un certain tonnage quand même d'engrais. Effectivement, parce que l'engrais aussi, l'engrais est un produit que la recherche nous a permis d'avoir pour améliorer notre production. Maintenant, l'engrais, son problème, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser au hasard, il ne faut pas utiliser n'importe quel engrais. Et comme vous le voyez, par exemple, il y a les formules de l'engrais. L'engrais qu'on va utiliser pour le coton, normalement, ce n'est pas l'engrais qu'on doit utiliser pour le maïs. Vous n'êtes pas là pour expliquer ça aux paysans entre Tienko Togo et Bobo Dioulasso. Hein. Mais nous avons la chance qu'à travers les départements de l'agriculture, à travers les différents départements qui interviennent dans le développement rural, ils ont des agents à la base qui sont des vulgarisateurs et qui permettent donc de donner des consignes, de donner des conseils et d'encadrer ces producteurs-là. Donc vous ne croyez pas à l'agriculture biologique? Vous ne croyez pas à l'agroécologie? L'agriculture biologique
est un pendant qu'il faut développer. Et c'est pourquoi j'ai insisté par exemple sur des trucs comme la production de la fumure organique, l'utilisation de... Il y a des pesticides bio. Donc, il y a tous ces produits-là. Mais comme vous l'avez dit, il faut nourrir 6 milliards. Et il faut nourrir d'ici là 9 milliards. Et au regard de notre rythme d'avancement, cela ne permet pas à ce jour d'arriver à cet objectif. C'est pourquoi nous disons, il faut donc intensifier avec les produits bio, mais également il faut utiliser les engrais que nous donne la science, les pesticides que nous donne la science, mais de manière bien encadrée, pour éviter justement de nous intoxiquer par ce que nous mangeons. Parce que nous aurions mal utilisé les engrais, mal utilisé les pesticides, nous allons nous auto-intoxiquer et nous ne savons même pas quel est l'effet que ça aura sur nos enfants. En attendant, donc, on peut continuer, selon M. Comparé, à consommer ce que le marché à Sigamé, de Bekota, Gossime nous donne. Le maïs est acceptable, le haricot est acceptable. Faisons attention, parce que avant de dire que c'est acceptable ou non, comme je l'ai dit, il faut remonter à l'amont pour s'assurer que les producteurs n'ont pas utilisé des produits prohibés, qui n'ont pas utilisé des semences prohibées et tout ça, et que donc ce que nous avons dans l'assiette est quand même conforme à un certain standard qui nous permet... Comme on dit ailleurs, alhamdoulilah, que Dieu nous garde. Parce que là, comment on fait pour savoir d'où provient le maïs, d'où provient... S'il n'a pas utilisé des... C'est compliqué. Tout l'enjeu, justement, comme vous dites, pour parler terre à terre, c'est que nous puissions arriver avec les premiers producteurs, qui sont les agriculteurs, à les amener à prendre conscience qu'on ne peut pas prendre de l'engrais tout venant. On ne peut pas prendre des semences tout venant. On ne peut pas prendre des pesticides tout venant. Parce que, en prenant du tout venant, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu vas tuer, mais c'est toi-même d'abord que tu vas tuer et ta famille. Et c'est pourquoi nous insistons sur la vulgarisation. Et cette fonction-là, qui avait été plus ou moins atténuée avec les ajustements structurels et tout ça, il faut qu'on les mette en avant pour que le producteur ait ce premier réflexe. Sinon, comme vous dites là, nous allons passer le temps à nous intoxiquer puisque nous ne pourrons pas faire la différence entre le maïs issu d'un pesticide non homologué du maïs issu d'un pesticide homologué. Voilà, d'un problème à un autre, nous parlons aujourd'hui gestion des terres. Avant d'arriver à la prochaine rubrique, un problème essentiel de la dégradation des terres, c'est bien entendu la déforestation. Exactement. Et il semble que chaque seconde, nous perdons la taille d'un terrain de foot. Nous perdons la forêt, la taille d'un terrain de foot chaque seconde. Donc la situation est préoccupante. Au Togo, nous avons un taux de déforestation qui se situe à environ 5,8% chaque année. Voilà. Et donc, c'est la situation est préoccupante partout. Alors, par rapport aux terres, quelle importance nous avons à accorder à la préservation des forêts? Non, exactement. Il faut insister. Le Togo, les forêts togolaises sont menacées. Non, sérieusement, on n'a même plus de forêts primaires. La dernière fois, nous étions en atelier avec toutes les directions du développement rural du Togo, avec les différents acteurs. Les chiffres que vous donnez, même peuvent paraître sous-évalués. Parce que le rythme de déforestation est tellement important que quand vous voyez les images satellitaires du Togo il y a 20 ans et du Togo aujourd'hui, ne parlons pas du Togo il y a 50 ans, mais l'évolution est tellement impressionnante qu'il faut vraiment qu'on arrive à arrêter ceci. Si les Corto, les premiers ministres là, ils venaient, ils allaient fuir. Et c'est pourquoi effectivement il faut que nous appliquions les principes de la gestion durable des terres, qui veulent que par exemple les cultures sur brûlis, on puisse les abandonner au profit d'une culture intensive. La carbonisation sauvage, il faut qu'on applique des systèmes de carbonisation qui nous permettent d'avoir des rendements de près de 80%. Au lieu d'avoir des rendements à 30% parce qu'on le fait de manière artisanale et sauvage, il faut que nous appliquions toutes ces mesures-là. Et comme on l'a dit, ces forêts que Dieu nous a données, ou alors que vos arrière-parents ont permis de reboiser et qui sont devenus des grandes forêts aujourd'hui, il faut que nous, quand nous coupons un arbre, nous sachions qu'il faut replanter un arbre en remplacement pour que nos enfants aussi et nos arrière-petits-enfants là puissent bénéficier de la forêt dont nous avons bénéficié aujourd'hui et il y a 20 ans. Voilà. En attendant, donc, le message est lancé, chacun doit faire un effort pour planter un arbre. Au moins. Car qui n'a pas planté un arbre avant de mourir, ou bien celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Nous parlons cet après-midi de dégradation des terres avec M. Félix
Compaoré, donc il nous vient directement du CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse. Vous avez compris dans cette émission ce qu'est la dégradation des terres, ce qu'est la déforestation et ce qu'est aussi le déboisement. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où il faut effectivement agir et il y a des pratiques qu'il ne faut pas encourager et d'autres qu'il faut répliquer. Votre carton vert, vous l'envoyez à qui? Le carton vert, je pense que je l'enverrai à un centre comme le centre Songhai. À qui au Bénin? Au Bénin, votre voisin immédiat, qui permet justement de montrer à tout producteur comment les ressources naturelles dont nous disposons peuvent nous servir à produire des céréales pour vivre, à produire des légumes, à produire de l'énergie, à produire, donc à gérer de manière durable les ressources dont nous disposons. Et voilà un modèle de gestion intégrée de l'écosystème qui nous permet de vivre sans détruire ce que Dieu nous a donné à travers la nature. Et justement, le centre Songhai promeut l'agroécologie, promeut des pratiques durables et l'agriculture biologique. Votre carton rouge, qui le prend? Mon carton rouge, pour votre zone spécialement, ce qui me frappe, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la déforestation, qui a une vitesse grand V, et notamment cet aspect carbonisation sauvage. Voilà que nous coupons des arbres qui sont là depuis 50 ans, et malheureusement, le charbon qu'on en tire ne fait même pas 30% de la capacité de production. Donc je donne un gros carton rouge à ces mauvais utilisateurs des forêts qui détruisent la forêt sans même songer à la régénérer, encore moins à la préserver. Donc carbonisation, il faut aller vers une carbonisation améliorée. Exactement. Il y a des outils actuellement qui nous permettent d'avoir des rendements de 80%. Donc au lieu de couper 10 arbres, avec un arbre, on a le charbon nécessaire pour autant de familles. Sans compter que, par exemple, à travers notamment aussi d'autres projets du CILS et de la sous-région, on peut promouvoir des énergies domestiques renouvelables. Donc les foyers améliorés, le gaz butane, etc. Les biogaz, etc., les biodigesteurs. Tout cela, ce sont des outils qui nous permettent de générer de l'énergie propre. Voilà. Et réduire notre pression sur le bois et du coup réduire la déforestation. Voilà, donc merci beaucoup. Votre carton vert et rouge, ça nous intéresse beaucoup. On va l'envoyer, le carton vert, au Bénin, à Songhai. Le rouge, on va le planter dans toutes les zones du Togo, dans nos forêts qui restent, les parcs. Malheureusement, avec parfois la complicité même de vos collègues. Est-ce que ce sont vos collègues, n'est-ce pas? Non, disons c'est la fraction marginale des collègues qui n'ont pas encore compris qu'en détruisant ce que nous avons aujourd'hui, c'est même leur propre vie qu'ils détruisent. Tout à fait. Donc, œuvrons donc à une gestion durable des ressources naturelles, à une gestion intégrée des écosystèmes que nous avons. Et je pense que tout le monde s'en sortira. Et nous vivrons sainement et plus longtemps avec des générations qui nous diront merci papa, parce que nos arrière-petits-enfants diront que on a retrouvé ce qu'on avait comme capital. Merci beaucoup, monsieur Félix Compaoré. Merci à vous. Ça, c'est le bon Compaoré. Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de dégradation des terres et déforestation. Non, pardon, désertification. Comme vous l'avez compris dans cette émission, il est important d'aller vers des pratiques de gestion durable des terres. Le 17 juin 2015, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification. Et cette année, le thème, c'était « Investissons dans les sols sains ». Donc c'est avec ce message d'investissons dans les sols sains que nous aimerions arrêter cette émission, en vous rappelant notre site web, en vous rappelant la page Facebook de l'émission, mais aussi notre adresse email. Envoyez des suggestions, des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que Terre à Terre puisse revenir. Monsieur Compaoré. Je pense qu'avant que vous ne disiez le dernier mot, allez-y. Il est important pour notre organisation qui est le CILS de vous féliciter pour le travail que vous faites à la base. Parce que comme vous dites, c'est une émission où les gens, terre à terre, parlent de leurs problèmes. Et le problème, c'est quoi? C'est la gestion des écosystèmes naturels qui sont là, qui sont le garant de notre survie. Et vraiment, je tenais, avant la fin de cette émission, à vous féliciter, et à vous remercier et à vous encourager d'aller de l'avant. C'est le même combat que nous menons tous. Et bon vent à l'émission, bon vent à vous. Merci. Bon courage et pleine réussite à vous. Même peuple, même combat. Exactement. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, envoyez-nous des commentaires, des suggestions. Merci vos critiques. Nous ferons l'impérieux devoir d'y répondre. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir et ciao, ciao. Chaque sol est une richesse.